LinkedIn Hiring Pro can't predict the future, but it can help you feel confident about future hires. Because Hiring Pro combines real-time insights and candidate data from the LinkedIn network with the criteria you've set for your role to deliver you a list of top-fit candidates. Businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 185e épisode de Finances fondamentales. La semaine passée, à l'épisode 184, on avait mis le doigt sur un problème qui fait peur à beaucoup de futurs retraités. C'est pas le rendement moyen, mais avoir le mauvais scénario au mauvais moment. Donc, le marché baisse en début de retraite, puis tu dois quand même retirer tes billes. On a parlé d'un réflexe qui était souvent comment éviter de vendre mes actions quand ça crache. Et je vous ai présenté justement dans l'épisode 184 la semaine dernière la stratégie des sauts, la bucket strategy plutôt. Donc, l'idée, simplement, là, c'était tu te donnais un coussin de liquidité avec le saut 1 pour vivre sans être forcé de liquider tes actions quand ça va mal, qui était le saut 3. Et il y avait une stratégie à 3 sauts, saut 1, 2, 3. Le saut 2, le saut 1, c'était en cash, exemple ZMMK, 1 à 5 ans à peu près de dépenses. Le saut 2, c'était un portefeuille 60-40. Au cas où un marché baissier dure plus longtemps que la durée de vie de ton saut 1. Et le saut 3 était 100% action et servait à remplir le saut 1 quand ça allait bien. Il y avait la stratégie à 2 sauts qui éliminait le saut numéro 2. Donc, tu avais juste le saut 1 et 3. Je vous résume ça très vite, là. Mais ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 184, je vous invite à aller lire pour bien comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, j'arrive avec un petit revirement de situation que je vous ai parlé en fin d'épisode la semaine dernière parce que je suis tombé sur une chronique de la presse en mars 2026 qui était signée par Nicolas Bérubé qui disait essentiellement 2 choses. La première chose, à la retraite, au lieu de te casser la tête, un bon vieux portefeuille équilibré 60-40, ça fait la job et tu peux même acheter ça avec un seul FNB comme VBAL, XBAL, ZBAL, etc. Deuxième chose, il citait une étude scientifique pour soutenir sa position qui disait en gros que la stratégie des sauts, c'était surtout une astuce psychologique. Et mathématiquement, elle ferait moins bien que des approches plus simples comme un FNB 60-40. Donc là, vous voyez le problème. La semaine passée, je vous ai presque vendu l'idée que la stratégie des sauts, c'est un plan de retraite, de décaissement intelligent pour survivre au marché boursier. Et là, cette semaine, en fait, une semaine après avoir préparé l'épisode 184, je suis tombé sur une étude qui disait oui, oui, c'est bien, mais non, c'est pas meilleur qu'une stratégie super simple. Donc aujourd'hui, on fait ce que j'aime le plus faire. On ralentit, on prend le temps de respirer et on regarde l'étude scientifique pour vrai. Qu'est-ce que cette étude-là testait exactement? Comment elle l'a testé? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous là, dans la vraie vie? Et on s'en va dans ma spécialité, lire des articles scientifiques. Et je vous le dis tout de suite, je vais vous présenter cette étude-là, qu'est-ce qu'elle dit, mais je ne vais pas trancher à la fin. Je veux garder le punch pour plus tard. Donc, à l'épisode 189, là, je me suis laissé un mois pour lire comme il faut d'autres études scientifiques avant de prendre position, tranquillement, là, 25 ans avant ma retraite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais vous présenter dans un mois, là, dans l'épisode 189, ça va être quoi ma stratégie de décaissement à la retraite. Ça va peut-être changer dans 25 ans, mais bref, parce qu'après avoir lu cet article-là de journal et l'article scientifique, je me suis dit, OK, c'est intéressant, vous allez voir à la fin ma conclusion, là, mais je voulais aller plus loin. Parce qu'une étude scientifique, c'est pas assez, je trouve, pour trancher sur une décision aussi importante. Donc, je suis allé en lire une dizaine d'autres pour essayer de vraiment voir, OK, quelle est la meilleure stratégie. Donc, aujourd'hui, on regarde la stratégie plus 60-40 par rapport au saut. Et après ça, on va creuser un peu plus loin dans un mois là, pour que j'ai le temps de lire d'autres articles. Quelle est la meilleure stratégie? Y en a-t-il une autre ou c'est une de ces deux-là pour vrai? Donc, je vous ai rappelé tantôt, là, c'était quoi la stratégie des sauts? Donc, c'est de séparer son portefeuille en gros selon différents horizons de temps et le risque n'est pas le même dans chacun des sauts. Donc, le gros
why, le gros pourquoi de cette approche-là, c'est comportemental. Ça va réduire le stress, ça donne des règles claires, puis ça aide à pas paniquer, puis à pas improviser au pire moment. Mais si on fait place à la science, mon dada, ce que l'étude citée fait dans le texte, donc avant de commencer, là, l'article, ça s'appelait The Bucket Approach for Retirement, a Suboptimal Behavioral Trick. Donc, la stratégie des sauts pour la retraite, est-ce que c'est un truc comportemental? Là, avec, ils disent trick en anglais, là, c'est comme pas de la magie, là, mais bref, le titre montre qu'ils ne sont pas tant d'accord avec cette approche-là déjà. Ça a été publié en 2018 dans The Journal of Investing et le chercheur s'appelle Javier Estrada. Donc, ce que l'auteur a fait, c'est un test assez gigantesque là, avec une question quand même simple. Quand on compare des stratégies de saut à des portefeuilles statiques et rééquilibrés, qui s'en sort le mieux sur de très longues périodes et dans plusieurs pays? Donc, il a comparé, il a utilisé une base de données, le Dimson Marsh Stanton, qui compilait des rendements annuels des actions et des bons du gouvernement à court terme pour 21 pays, donc de 1900 à 2014. Donc, l'horizon de temps est assez grand là, et les rendements sont réels, donc ajustés à l'inflation. Déjà ici, un point important, dans ces tests, le côté prudent, c'est surtout du court terme gouvernemental, pas exactement là, des obligations intermédiaires là, comme on les imagine souvent dans des 60-40, là, dans un FNB équilibré classique. Donc, ça change un peu la comparaison. On va y revenir plus tard, là. Le scénario de retraite, ben, il simulait une retraite standard, là. Donc, un portefeuille de départ de 1000 $, c'est un petit montant, mais les mathématiques font la même chose, même si c'est pas réaliste, là. Je me questionne pourquoi il a pris 1000 $ au lieu de 1 million ou 100 000, là, mais bref, les mathématiques restent les mêmes derrière le chiffre quand même. Il a prévu un retrait initial de 4 et des retraits annuels ensuite de 4 mais ajustés à l'inflation. La retraite durait 30 ans et il ne fait pas ça juste une fois, il fait des périodes roulantes de 30 ans. Par exemple, de 1900 à 1929, de 1901 à 1930, jusqu'à 85 à 2014. Donc, il y a 86 périodes comme ça qui ont été analysées dans l'étude. Donc, les stratégies qu'il a comparées, d'abord, il y a le côté simple. Il a testé 11 portefeuilles qu'il appelle statiques, là. 100 actions, 90 actions, 80 actions, jusqu'à 0 actions. Et tout ça impliquait un rééquilibrage là, périodique vers la cible. Donc, si tu es 80-20, ben, tu rééquilibrais exactement 80-20 une fois par mois. Et il a testé des stratégies qu'il appelle saut. Et il a testé 3 règles de saut. Mais dans son modèle, il a essentiellement utilisé 2 sauts. Il n'avait pas utilisé la stratégie 3 sauts là, qu'on a vue dans le dernier épisode. Donc, il y avait un saut prudent qui était en obligation et un saut en action. Donc, il a mis de côté 2 ans de retrait dans le premier saut prudent, puis il a appliqué une règle du genre, est-ce que je retire du saut action cette année ou j'évite parce que les rendements ont été mauvais. Donc, il a testé 3 règles en gros avec ces 2 sauts. Première règle, on retire du saut 1, du saut 2 plutôt, donc le saut 100 action, et on remplit le saut 1 plus prudent si l'année précédente en bourse a été positive. Donc, si en 2025 plutôt, on est en 2026, en 2025, si les rendements du marché boursier ont été positifs, j'aurais retiré pour 2026 du saut 2 et j'aurais rempli le saut 1 s'il n'avait pas été plein, donc 2 années de dépenses. Si le marché avait été négatif, donc moins 1, moins 6, moins 33, j'aurais seulement retiré de mon saut sécuritaire. J'aurais rien retiré du saut 2 et j'aurais pas rempli mon saut 1 s'il n'y avait pas été plein. Deuxième scénario, on retire du saut 2 si l'année précédente est au-dessus de la moyenne à long terme. Donc, par exemple, si tu as généré en moyenne 5 depuis le début de ta retraite et que l'an dernier, en 2025, tu aurais fait 7 tu vas retirer du saut 2 et remplir le saut 1 s'il y a besoin d'être rempli. Si ton rendement moyen est de 5 et que l'année précédente, tu as fait 3 par exemple, tu vas juste retirer le saut 1. Donc, cette stratégie-là est un peu plus... les exigences sont plus grandes là, pour retirer tes actions. Tu ne veux pas juste que le marché soit en haut de 0 tu veux qu'il soit en haut de ta moyenne. Et le scénario 3, c'est le même que le scénario 2, mais tu vas seulement regarder la moyenne des 5 dernières années et pas, exemple, la moyenne à long terme, là, comme si ça fait 20 ans tu es à la retraite, tu vas juste prendre les 5 dernières années. Donc, si ton rendement de l'année dernière a battu ta moyenne des 5 dernières années, tu retires du saut 2 et tu remplis le saut 1. Et si cette moyenne-là si ce chiffre-là ne bat pas la moyenne des 5 dernières années, tu retires juste de ton saut 1.
Donc, en gros, dans ces stratégies de saut-là, il n'y a pas le même rééquilibrage qu'un portefeuille qu'on va appeler statique, là, qui est 100% action puis qui ne prend pas de décision. Il est juste 100% action. Donc, un peu plus simple. Dans la version saut, là, bucket de l'étude, tu fais surtout des transferts dans un sens. Donc, tu vas partir de tes actions vers tes obligations quand tes règles vont le permettre, donc dans les bonnes années. Mais tu ne vas pas faire de mouvement du saut 1 vers le saut 2. Là. Donc, tu vas juste t'assurer que dans ton saut 1, tu as 1, 2, 3 ans de dépenses selon les règles que tu t'es mis. Le résultat de tout ça, c'est que l'allocation d'actifs avec la stratégie des sauts peut changer avec le temps. Donc, ça se peut que tu commences avec, on va dire, 10% dans ton saut 1 de ton portefeuille, puis qu'au fur et à mesure que tu avances vers la retraite, ben, ce pourcentage-là va grossir parce que tu vas vendre plus souvent ton saut 2 en actions pour financer tes dépenses. Puis ça se peut que tu finisses la retraite avec, on va dire, 60% qui représente ton saut 1, ton portefeuille qui est dans ton saut 1, puis qui te reste beaucoup moins d'actions. Donc, c'est pour ça que mathématiquement, l'auteur de l'étude dit que à long terme, la stratégie 60-40 peut être gagnante, puis on va voir de quelle façon. Donc, dans l'étude, il ne regarde pas seulement est-ce que ça marche ou non, il regarde 4 choses. 1, à quelle fréquence ça échoue. Donc, dans combien de scénarios le portefeuille tombe à zéro avant 30 ans selon les différents scénarios. 2, à quel point ça échoue. Si ça échoue, est-ce que c'est juste à la toute fin de la retraite ou est-ce que tu manques d'argent pendant plusieurs années? Troisième chose qu'il regardait pour juger qui gagne, le niveau de stress en chemin. Est-ce que le parcours est relativement stable ou est-ce que ça fait des montagnes russes? Et 4, il regardait le résultat global, donc une façon de combiner combien il reste à la fin puis à quel point ça a été volatile pour comparer des stratégies là, sur un pied d'égalité. Donc, si tu finis avec 5000 pièces dans ton compte à la fin, mais qu'il y en a un que ça a été un fleuve tranquille puis l'autre te paniqué chaque année, c'est pas le même résultat. Donc, troisième point de synthèse aujourd'hui, c'est les résultats. Pourquoi les sauts perdent souvent? Donc, l'étude conclut globalement que des stratégies statiques simples, rééquilibrées, font mieux que les stratégies des sauts qui ont été testées sur la plupart des 4 indicateurs que je viens de vous présenter. Et la logique derrière, selon l'auteur, est extrêmement intuitive. Le premier problème, c'est qu'on met un frein sur le rendement. Si tu gardes trop de cash ou d'équivalent dans ton premier saut trop longtemps, tu crées un genre de drag qui appelle dans l'étude. Là. Le rendement attendu va baisser, puis sur 30 ans, ça peut coûter cher. Plus tu gardes d'années en sécurité, plus tu ralentis ton portefeuille et sur 30 ans, ça peut coûter cher. Donc, un coussin plus petit fait parfois moins de dommages. Deuxième problème, le rééquilibrage, ben, t'en fais plus. Un portefeuille 60-40 rééquilibré, c'est un robot qui fait un truc plate, mais payant. Il va vendre ce qui a monté puis acheter ce qui a baissé pour revenir à sa cible. Or, dans une stratégie de saut classique, tu peux te retrouver à éviter les actions quand elles ont baissé, ce qui est correct psychologiquement, mais tu ne reviens pas mécaniquement à ta cible et tu peux manquer une partie du rebond des actions. Ici, je nuance un petit peu, là. J'ai peut-être mal compris l'article, puis c'est pour ça notamment que je vais aller en lire d'autres, là, mais dans la stratégie des sauts, tu vas éviter le décaissement des actions quand elles ont baissé. Tu ne vas pas investir dedans assurément, mais tu vas éviter. Donc, ce serait avantageux, contrairement au 60-40, parce que 60-40, quand ils vont baisser, exemple, de 40 tu vas être obligé de vendre ces actions-là qui sont très basses, qui ont perdu de la valeur, alors que dans l'autre, ben, tu peux te sortir 2-3 ans sans avoir à décaisser ces actions-là qui ont perdu de la valeur. Donc, je n'ai pas trouvé dans l'article, ça a sûrement été fait, là, mais je n'ai pas trouvé clairement comment ça a été considéré ça dans leur calcul. Et assurément, c'est sûr qu'avec un portefeuille 60-40, oui, tu vas en racheter alors à ce moment-là. Pas en racheter, là, mais ils vont vendre des obligations pour racheter des actions pour rééquilibrer à 60-40. Donc oui, tu achètes quand c'est bas, mais en même temps, dans les sauts, tu évites de vendre quand c'est bas. Fait que je suis pas sûr. C'est pour ça que je suis allé creuser ailleurs, puis que dans un mois, à l'épisode 189, je vais aller un peu plus loin là, dans les études scientifiques. En gros, l'auteur de l'article disait qu'il y a beaucoup des avantages qu'on attribue à la stratégie des sauts qui viennent surtout de deux choses. Avoir une partie plus stable dans le portefeuille et rééquilibrer avec discipline. Autrement dit, si tu fais déjà une approche simple de type 60-40 avec du rééquilibrage automatique, tu obtiens souvent l'essentiel de l'effet qu'il appelle anti-panique sans te compliquer la vie là, avec des règles puis des sauts plus compliqués. À l'inverse, une stratégie des sauts sans rééquilibrage peut te laisser trop longtemps là, en cash ou en placement trop prudent et peut te faire manquer là, une partie des rendements.
Puis là, on arrive à la partie peut-être plus intéressante de l'épisode, là, nuancer un petit peu là, de quel 60-40 on parle, puis de quel saut on parle dans l'étude, là. Tu sais, quand on lit une chronique de journal, on a l'impression que c'est quand on lit la chronique là, de Nicolas Bérubé, on a l'impression que c'est un duel assez simple, là. L'équipe 60-40 contre l'équipe des sauts. Mais l'étude n'a pas testé tous les sauts possibles. Elle a testé une famille de sauts avec des règles précises, avec un actif prudent précis du court terme gouvernemental. Dans la vraie vie, tu as des variantes. Tu as 3 sauts avec un saut obligataire intermédiaire, tu as des recharges trimestrielles, tu peux utiliser des règles différentes, tu peux rééquilibrer parfois entre les sauts, tu vas avoir tes propres règles. Et l'auteur lui-même reconnaît que l'approche est populaire parce qu'elle est plausible, confortable et cohérente avec nos biais et facile à appliquer. Donc, si je traduis en langage plus simple, là, ça donne qu'une stratégie des sauts peut être sous-optimale sur papier, mais parfois optimale pour un humain, parce qu'un humain, ça peut paniquer, et le saut 1, qui est plus sécuritaire, peut l'aider à ne pas paniquer. Donc, si la stratégie des sauts empêche quelqu'un de vendre en panique, ben, le coût du frein sur les rendements qu'on parlait tantôt dans l'étude, ben, ça peut être le prix à payer pour rester dans le jeu de l'investissement au lieu de paniquer et de retirer ses billes. Au Québec, qu'est-ce que ça change? Juste un petit rappel important là, que je veux faire, qui est souvent oublié dans ces débats-là. Au Québec, on a des revenus publics là, qui ressemblent à un saut zéro, là. On a le régime des rentes du Québec, la pension de vieillesse, de sécurité du Canada, on a parfois des rentes d'employeurs, des rentes viagères. Plus ce saut-là est solide, moins tu as besoin d'un énorme saut de liquidité privée, là. Donc, choisir les sauts ou le 60-40, c'est pas suffisant pour dire que ton décaissement est solide. Le succès d'un plan de retraite va aussi dépendre des autres leviers que tu as, qui sont souvent plus importants que la stratégie elle-même. Donc, si, avec tes régimes de rente de retraite, ta PSV, etc., ben, tu as déjà ton 40 d'obligation qui est pas mal couvert, ben, tu ne devrais pas avoir un 60-40 dans ton décaissement. Tu devrais avoir un 100 action qui va juste compenser la partie action du 60-40 parce que le reste vient de trucs déjà sécuritaires, un fonds de pension, régime des rentes, etc. Même chose avec les sauts. Si tu as 3 sauts, mais que ton saut 1 est déjà couvert par la RRQ puis la PSV, mais tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un saut 1 qui est si gros dans du ZMMK ou du cash.to. Donc, c'est important d'avoir une vue d'ensemble quand vous planifiez ce genre de stratégie-là et idéalement être accompagné d'un planificateur financier. Donc, en conclusion, si je résume l'épisode d'aujourd'hui, là, la semaine passée, je vous ai montré pourquoi la stratégie des sauts était séduisante. Elle répondait à une peur bien réelle, là, celle d'avoir un mauvais rendement au mauvais moment, soit en début de retraite, ce qui pouvait gâcher entièrement la stratégie prise. Cette semaine, je vous montrais plutôt pourquoi une étude sérieuse disait de faire attention, les sauts, s'ils sont mal construits ou avec trop d'argent dans le premier saut, là, ben ça peut coûter cher en rendement puis faire moins bien qu'un portefeuille super simple, juste équilibré 60-40. Puis au milieu de tout ça, il y a une vérité. Souvent, la différence entre un bon plan et un mauvais plan, c'est pas le nom de la stratégie que tu utilises, c'est tes règles et surtout ton comportement par rapport à ces règles-là. Est-ce que tu les respectes? Je vous laisse donc avec la promesse que je vous ai faite en début d'épisode. Je ne prends pas position aujourd'hui sur laquelle que je mettrai en place. Euh, je vous promets cependant un épisode 189 où je vais prendre d'autres articles, d'autres études, d'autres hypothèses, puis je vais essayer de répondre à la vraie question. Si je devais choisir un système de décaissement qui est robuste, réaliste, applicable pour un humain normal, là, 25 ans avant sa retraite, qu'est-ce que je ferais? Donc, je me mouille dans 4 semaines, mais d'ici là, je retourne lire ces merveilleux articles scientifiques du monde de la finance. En attendant, la semaine prochaine, je vais répondre à des questions des auditeurs. Donc, c'est le 14e épisode que je réponds à des questions d'auditeurs. Donc, 3 premières questions, c'est des personnes qui souhaitaient demeurer anonymes. Donc, dans un REER, est-ce que je devrais acheter des actions des FNB en US ou en canadien? Qu'est-ce qui est vraiment avantageux? Deuxième question, au renouvellement hypothécaire, est-ce une bonne idée de refinancer pour investir? Troisième question anonyme, un produit qui affiche 114 de rendement, comment est-ce possible? J'ai une question de Maxime aussi qui m'écrit investir 100 000 et plus en FNB US dans le REER, est-ce que ça amène des impôts successoraux? Il y a un formulaire T1 135 à remplir, une double imposition. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et Vincent qui me dit le REER conjoint, est-ce que la déduction s'applique à moi ou à ma conjointe? Ce jeudi, on commence les actions qui sont sur ma liste de titres potentiels
Donc, ils étaient proches d'être sur ma liste de surveillance des titres que je peux investir, mais qui n'ont pas franchi la dernière barrière. Et je vous présente 4 actions à la fois avec des codes de couleur pour montrer si je les juge surévaluées légèrement ou beaucoup surévaluées, sous-évaluées ou à prix juste, etc. Donc, on se revoit dans les prochains épisodes. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.